Bonjour François Tadei. Pouvez-vous nous dire quelle est votre analyse sur cette période de transition au pluriel que traverse notre société en général et l'éducation en particulier? Bonjour, donc c'est clair que on est dans un monde qui est en transition. Il y a toujours eu des transitions, au moins des transitions personnelles et des transitions collectives. Et aujourd'hui, il y a des transitions planétaires qui sont devant nous. Et ça, c'est un grand défi. Donc les transitions personnelles, on a plus ou moins bien appris à les surmonter. Par exemple, la naissance, c'est une transition radicale. On a tous, par définition, survécu, puisqu'on est là aujourd'hui. Il y a eu plein de transitions. La transition entre marcher à quatre pattes et marcher sur deux pieds, c'est une sacrée transition. En moyenne, il y a 2000 chutes quand on fait ça. Et donc, clairement, on a tous appris à se relever au moins une fois de plus que ce qu'on est tombé. Donc en fait, ces transitions ne sont jamais faciles, elles peuvent être douloureuses, quand on tombe ça peut faire mal, mais en moyenne on est armé individuellement et collectivement pour apprendre à faire ça. Il y a eu plein de transitions historiques, on peut penser à l'ensemble des grands moments de l'histoire qui sont autant de moments de transition. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a des transitions qui sont peut-être encore plus rapides que d'habitude et encore plus imbriquées entre les transitions individuelles, les transitions locales, les transitions nationales, internationales et planétaires. Des transitions écologiques, des transitions technologiques qui sont pas complètement évidentes. C'est quoi la transition climatique, c'est quoi la transition démocratique, c'est quoi la transition à l'heure de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des défis qui sont à la fois complexes et inédits. Inédits par leur ampleur, inédits par leur synchronicité, inédits par l'ensemble des manières dont ils impactent nos vies. Et donc c'est pas simple. Et jusqu'à maintenant, on avait des systèmes éducatifs qui nous aidaient dans les transitions personnelles. Par exemple, la transition entre la maternelle et le primaire, entre le primaire et le collège, le lycée, le supérieur, l'entrée sur le marché du travail, etc. Mais ces transitions étaient pensées en se disant, grosso modo, les générations précédentes les ont fait, les solutions qui ont fonctionné hier vont fonctionner aujourd'hui et probablement demain, et donc on va grosso modo s'organiser comme on l'a toujours fait pour faciliter ça. Ça a fonctionné dans un monde qui lui-même était en transition lente. Mais comme le monde est en transition toujours plus rapide, est-ce qu'il faut qu'on prépare nos élèves, nos jeunes, exactement comme on les a préparés hier, pour un monde qui sera probablement très différent de celui que nous avons connu? Et donc ça nous oblige à minima nous interroger sur non seulement comment on enseigne les transitions, comment est-ce qu'on apprend ces transitions, mais en même temps, nous faut-il une transition de notre système éducatif, une transition de nos manières d'apprendre, individuelles et collectives, à l'âge de la scolarité et puis tout au long de la vie. Nous-mêmes en tant que professionnels, en tant qu'adultes, comment on se prépare à ces transitions? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on y a réfléchi? Est-ce qu'on a compris ce que ça voulait dire pour nous en tant qu'individus, pour nous en tant qu'organisation, en tant qu'institution? Ce n'est pas des sujets qui sont simples et malheureusement, il y a relativement peu de lieux dans lesquels on se donne les moyens de réfléchir sur ces sujets. Nous, on essaye par exemple de créer de la recherche sur ces transitions des manières d'apprendre. On appelle ça les learning transition en anglais. Learning transition en anglais, c'est un peu ambigu et ça permet de couvrir l'ensemble des cas. Ça permet de penser les manières d'apprendre les transitions, mais aussi les transitions de l'apprentissage, les transitions des apprenants, les transitions des institutions qui facilitent ces apprentissages, dont l'école, l'université ou l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc cette capacité à penser ces transitions, je pense que personne n'a la solution. Mais est-ce qu'on peut collectivement explorer les différentes manières de faire ces transitions? Est-ce que si quelqu'un a trouvé un raccourci pour faciliter ces transitions ou une manière plus agile, plus facile à faire accepter individuellement et collectivement, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces sujets? Et donc c'est cette dynamique complexe dans laquelle je pense qu'on a besoin de s'interroger individuellement et collectivement. Et donc merci de m'avoir invité aujourd'hui pour essayer d'aborder ces sujets ensemble. Est-ce que vous pensez que le système éducatif français peut s'adapter à ces défis? Est-ce qu'il pourrait prendre exemple sur d'autres systèmes éducatifs de par le monde qui auraient déjà engagé peut-être plus vite une transformation? Alors effectivement, je pense que tout système pour faciliter les transitions, que ce soit un système physique, biologique, humain, institutionnel,
et peut faciliter sa transition s'il est organisé pour ça. Il se trouve que notre système qui est très centralisé, très hiérarchisé, qui a une longue histoire, a aussi un certain nombre de pesanteurs qu'on connaît tous et qui ne facilitent pas forcément les transitions. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont été dans d'autres transitions depuis plus longtemps. Les Finlandais, par exemple, ont pensé la transition de leur système éducatif dès les années 70. D'autres pays, le Canada, Singapour, tout un tas de pays qui sont des leaders aujourd'hui dans les dimensions internationales, ont pensé ces transitions à différents moments. Par exemple, une des faiblesses de notre système, c'est que les enseignants déclarent relativement peu coopérer. Et typiquement, si on prend l'une des dernières transitions qu'on a tous vécues et même subies, qui est la transition Covid, comment on passe tout d'un coup du présentiel à autre chose qu'il a fallu inventer dans l'urgence, eh bien, ce qui a été montré par les études internationales, c'est que les pays qui s'en sortent le mieux sont typiquement les pays dans lesquels les enseignants coopèrent le mieux. Parce qu'une des manières de faciliter une transition, c'est de ne pas la vivre seule, et pas de la subir seule, c'est de la penser ensemble, c'est de la travailler ensemble, et c'est pour ça que les collectifs sont plus forts, et c'est pour ça qu'un syndicat qui pense le collectif est a priori un bon endroit pour faciliter ces transitions. Donc je me félicite que vous ayez choisi de travailler ensemble sur ces thématiques. L'éducation, elle reste fondamentale, hier comme aujourd'hui, mais pourtant, dans le monde actuel, on suppose qu'il faut changer nos manières d'apprendre en tenant compte de la mutation numérique et de tout l'environnement qui est le nôtre. Quelles compétences sont utiles à développer pour demain chez nos jeunes, à votre avis ? Alors, il y a eu un rapport de l'UNESCO sur le nouveau contrat social pour l'éducation qui explique que quand on voit l'ensemble des crises dans lesquelles on est, elles ont toutes un lien avec l'éducation. Parce que si on avait tous été mieux formés pour faire face à ces crises, si un ensemble de décideurs avaient pris de meilleures décisions parce qu'ils avaient été mieux formés pour prendre des décisions autrement, on ne serait probablement pas dans l'ensemble des crises dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc il y a toujours un lien avec l'éducation, quel que soit le sujet, parce que si on avait éduqué les gens à éviter les problèmes, ils auraient probablement mieux vécu un certain nombre de situations. Donc il y a toujours c'est pour ça qu'on met toujours plus sur le dos de l'école, parce qu'on veut toujours qu'elle apporte des solutions à ces difficultés. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on peut faciliter ces dynamiques n'est pas simple, et on a besoin, je pense, individuellement et collectivement, de s'interroger sur c'est quoi les compétences les plus nécessaires pour se préparer à un monde toujours plus incertain. Encore une fois, si le monde, si d'une génération à l'autre le monde est le même, il suffit que la génération précédente transmette ce qu'elle sait faire à la nouvelle génération. Si le monde qui vient est radicalement différent du monde d'hier, en quoi est-ce que les solutions d'hier sont nécessairement les plus adaptées au monde de demain ? Ça, c'est pas simple. Et donc, il ne faut pas simplement transférer des connaissances, il faut aussi transférer des compétences. Et typiquement, parmi les compétences qui sont très utiles, il y a apprendre à apprendre, il y a savoir s'adapter, savoir être résilient, savoir comprendre comment agir en environnement complexe, incertain, et savoir coopérer, savoir faire ensemble des choses qui font que plutôt que de subir une situation, on peut essayer de co-construire ensemble les solutions pour demain. Donc comment est-ce qu'on forme nos jeunes à ça ? On apprend très bien en faisant, et donc il faut les confronter à des situations qui, à hauteur d'enfants, à hauteur de jeunes, peuvent leur permettre de développer ces capacités de créativité, de coopération, d'esprit critique, de construction et de co-construction ensemble de nouvelles solutions. Il y a tout un tas de projets qui peuvent exister ici ou là. Nous, on essaye de fédérer un certain nombre de ces meilleures pratiques, non seulement nationales, mais aussi internationales. On a la possibilité de travailler avec des centaines d'acteurs en France et à travers le monde qui innovent pour développer ces nouvelles pédagogies, ces nouvelles méthodes et ces nouvelles manières pour les enseignants et leurs élèves de se préparer à ce monde toujours plus en transition. Alors François Tadei, vous dirigez actuellement un centre de recherche universitaire, interdisciplinaire. Ça fait déjà depuis plusieurs années que vous l'avez inventé et puis développé et dirigé. Quel projet vous développez dans votre institut
pour justement développer des nouvelles manières d'apprendre? Alors, une des spécificités de ce qu'on fait, c'est qu'on a tout ce qu'on a fait, on l'a co-designé avec les jeunes générations, avec les jeunes générations d'apprenants, d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Et on essaye d'être très à l'écoute des besoins et de comprendre quelles sont les choses qui sont les plus inspirantes, quelles sont celles qui sont les plus inquiétantes, et comment est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble pour, même en situation de crise, par exemple, le mot crise en chinois contient 2 caractères, le mot danger et le mot opportunité. Donc, comment est-ce qu'on minimise les dangers, comment on sait saisir les opportunités, comment est-ce qu'on permet à des individus venant de mondes différents, de disciplines différentes, de générations différentes, de co-construire ensemble des solutions qui sont les plus pertinentes possibles. Donc on a des projets pour les enfants, par exemple on a un projet qui s'appelle Bâtisseurs de possibles, qui invite les enfants à partir des défis qu'ils ressentent eux, quelles sont les émotions qu'ils ressentent, est-ce qu'ils sont capables d'imaginer des solutions face à un défi qu'ils considèrent comme prioritaire à l'échelle de leur classe, et comment est-ce qu'on peut les aider à mettre en œuvre les solutions qu'ils ont imaginées et à partager ce qu'ils ont fait. Donc c'est 4 étapes clés, donc émotion, imagination, réalisation et partage. Et ça, c'est typiquement un projet qui peut commencer dès la maternelle et qui peut se faire à tous les âges. Moi, ça m'arrive de le faire également. C'est un processus simple qui est d'ailleurs inspiré des méthodes du design qui partent des besoins pour essayer de co-construire des solutions. Donc ça, c'est un projet à hauteur d'enfant. On a des projets comme Prof-chercheurs, qui sont des projets dans lesquels on invite les enseignants eux-mêmes à dire quels sont leurs défis et à les expliciter et à rentrer dans un réseau où d'autres enseignants qui ont le même type de défi vont pouvoir travailler ensemble à co-construire des solutions. Ils vont pouvoir voir ce qui marche dans un contexte, ce qui marche peut-être moins bien dans un autre, et faire une synthèse de ce qui fonctionne le mieux, de manière à ce qu'ils puissent leur rendre cette synthèse disponible pour l'ensemble de leurs pairs et l'ensemble de ceux qui souhaiteront s'intéresser au même type de défi. Et donc ce genre de méthode qu'on avait prototypé avant le Covid a connu une certaine accélération, parce que tout d'un coup, tout le monde avait des défis très similaires à réaliser. Et de manière intéressante, ce programme Prof-chercheur s'est décliné sur différentes catégories professionnelles, où on a des inspecteurs-chercheurs, des principaux chercheurs, etc., qui ensemble cherchent à trouver des solutions, encore une fois, par rapport aux priorités qui sont les leurs et aux défis qu'ils ont sur le terrain. Donc nous, on essaie de leur offrir des méthodes, des outils, une plateforme numérique de documentation, de partage et d'échange qui, inspirée de la recherche, leur permet de rentrer dans des méthodologies qui vont les aider à développer des solutions qui partent du terrain mais qui sont validées par des process d'intelligence collective issus de la recherche. Et puis on est en train de réfléchir à encore d'autres échelles, puisqu'en fait ces défis sont à la fois locaux, mais ils sont aussi planétaires. Et donc on travaille avec l'UNESCO, on travaille avec l'Université des Nations Unies, on travaille avec énormément de gens au niveau international pour essayer de penser de nouvelles formes d'éducation à la citoyenneté et de nouvelles formes même de citoyenneté. Donc pour vous donner un exemple, la citoyenneté, on nous a tous appris à être de bons citoyens, mais en fait, on nous a rarement, en tout cas moi, on ne m'avait pas invité à prendre le recul sur l'histoire de la citoyenneté et ses contraintes et les contraintes qui pèsent encore aujourd'hui. Donc par exemple, la citoyenneté, elle naît à Athènes de citoyens en armes qui défendent les murs de la cité. Alors ils les défendent déjà contre ceux de la cité d'à côté, ce qui est quand même pour la situation relativement antagoniste. Et puis en fait il n'y a que les hommes en armes qui sont des citoyens à Athènes. Donc les femmes ne sont pas citoyennes, les esclaves ne sont pas citoyens, les migrants ne sont pas citoyens, même s'ils viennent de la cité d'à côté, surtout s'ils viennent de la cité d'à côté, et les enfants ne sont pas citoyens. Les Lumières réinventent la citoyenneté, mais c'est à peu près les mêmes, quand on dit aux armes citoyens, qui sont des citoyens, et puis celles qui ne sont pas citoyennes, c'est aussi les mêmes. Donc il y a une difficulté quand même historique par rapport à ça. Et en plus, les murs de la cité ont séparé non seulement les humains de la cité des humains de la cité d'à côté, mais aussi les humains de la nature. Et donc la citoyenneté n'est pas très inclusive, historiquement. Et encore aujourd'hui, si vous êtes un migrant, vous n'êtes pas citoyen. Et si vous êtes un enfant, vous n'êtes toujours pas citoyen. Donc on voit bien que c'est pas super inclusif et que c'est pas très écologique non plus, puisque la citoyenneté est pensée
au sein des murs de la cité, mais sans prendre en compte l'ensemble de la planète. Donc comment est-ce qu'on redéfinit cette citoyenneté planétaire? Nous, on appelle ça la planétoyenneté, donc en remplaçant le mot cité et en mettant le mot planète à la place. Et en anglais, ça fait planetizenship ou planetizen. Et donc comment est-ce qu'on peut développer ce sentiment de citoyenneté planétaire, qui est un sentiment qui nous invite à penser les défis planétaires qu'on a. Une partie des défis planétaires sont des défis qu'on ne saura résoudre que si l'ensemble des habitants de cette planète cherchent des solutions démocratiques ensemble. Sinon, on n'aura soit pas de solution du tout, ce qui nous amènera à la catastrophe, soit des solutions qui ne seront pas démocratiques, ce qui ne sera pas forcément très intéressant. Et donc on a bien besoin si on veut sortir par le haut des crises planétaires qui découlent en crise locale, on a besoin de penser de manière très fractale quelque chose qui a été pensé historiquement. Historiquement, on a pensé la citoyenneté d'abord localement, à l'échelle de la cité, puis à des échelles plus vastes, jusqu'à atteindre la nation et même la citoyenneté européenne, mais on n'a pas encore de vraie citoyenneté planétaire. Mais on a su inventer les niveaux précédents, donc on peut espérer qu'on sera capable d'inventer ce nouveau niveau qui sera juste nécessaire si on veut espérer, encore une fois, des solutions démocratiques à ces problèmes comme le changement climatique, les problèmes de biodiversité, les problèmes liés aux océans, liés à la pollution qui ne connaît pas de frontières. Et voilà, tous ces grands défis de l'humanité d'aujourd'hui nous invitent à penser au-delà de ce qu'on a fait. Donc on a eu les hussards noirs de la République. Est-ce qu'on est capable d'avoir des hussards verts de la planète, ou en tout cas des acteurs capables de... Parce que le mot hussard est quand même lui aussi assez guerrier, donc on a quand même un vocabulaire et des imaginaires qui sont profondément marqués par notre histoire. Est-ce qu'on est capable d'inventer d'autres concepts pour essayer de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de chercher collectivement des solutions pertinentes et de former nos jeunes à se préparer à inventer leurs propres solutions pour le monde de demain. Votre dernier ouvrage, François Tadei, s'intitule « Et si nous ?» C'est une invite. Comment vous l'avez construit? Et vous nous invitez à quoi? Ouais, merci. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment j'ai construit ce livre. Ça paraît très embarrassant d'être comme ça. J'ai écrit 2 livres, essentiellement. Le premier, j'ai mis 10 ans à le construire, donc ça a été très long. Ça s'appelle Apprendre au XXIe siècle. J'ai essayé d'écrire ce que j'avais appris et à la fois des systèmes biologiques, des systèmes éducatifs et de la recherche. Et voilà, ça a été un long processus. Le deuxième s'appelle « Et si nous ?» Et ce qui est très étonnant, c'est qu'avant de commencer à écrire ce livre, la veille du jour où je m'y suis mis, je ne pensais pas écrire ce livre. Je me suis réveillé à 2h du matin, et à 8h du matin, j'avais le plan du livre. Et tous les chapitres commençaient par « Et si nous ?» Et honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Malheureusement, c'est très embarrassant. Mais ça veut dire qu'il se passe des choses dans notre cerveau qu'on est très loin de comprendre, en tout cas dans le mien, que moi je ne comprends pas. Les Grecs disaient que les muses venaient vous apporter des idées dans la nuit. J'avais écrit sur le sujet, j'étais assez dubitatif, je dois vous dire. Donc je ne dis pas que c'est ça qui a contribué, mais je ne sais pas non plus ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup lu avant, que j'ai beaucoup lu dans la phase de rédaction, et qu'il y a eu un moment donné une espèce de synthèse qui s'est faite. Et donc effectivement, ce livre qui s'appelle « Et si nous ?» est une invitation à repenser notre histoire, ce qui s'est passé pendant les Lumières, ce qui s'est passé pendant l'étape précédente qui était Athènes, ce qui s'est passé dans les grandes transitions évolutives dans le vivant, avant l'avènement des êtres humains. Et à chaque fois, en fait, il y a des collectifs qui coopèrent et qui, ensemble, trouvent des solutions que les individus n'auraient pas forcément imaginées. Donc je ne sais pas comment les Athéniens ont vraiment inventé la démocratie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas seul, mais il y a eu tout un processus. Le processus des Lumières est un peu plus connu, en tout cas de quelqu'un comme moi, et on voit par exemple que les artistes, les auteurs, les philosophes avaient un temps d'avance par rapport aux politiques et par rapport au commun des mortels. Et donc il y a probablement on est face à nouveau à des défis. Il y avait les défis que chaque génération a su résoudre, mais nous on est confrontés pour la première fois à des défis planétaires. Et c'est pas du tout simple, mais est-ce qu'on peut apprendre
de la manière dont on a résolu les défis précédents. C'est ça la question que j'essaie de poser dans ce livre. Et si nous, c'est une invitation... En fait, c'est assez amusant, parce que c'est une expression qui est très courte. Il y a « et si nous » avec un point d'interrogation, ça fait 9 caractères. Et ça ajoute quelque chose à l'existant. Si, ça fait une hypothèse, nous, ça crée du collectif, et le point d'interrogation, ça questionne. Donc c'est assez rare d'avoir autant de concepts en aussi peu de caractères, mais comme je ne sais pas exactement d'où me vient ce titre, on m'a dit que l'enfance, c'était typiquement « et si nous ?» une question que les enfants se posaient. Et si nous jouions, et si nous étions des super-héros, et si nous étions des magiciennes, et si nous étions capables de voler ou d'être sur une autre planète. Donc les enfants, c'est une manière de libérer la créativité de l'enfant intérieur qui est en chacun d'entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai invité mes lecteurs à répondre à cette question « et si nous ?» parce que j'ai apporté mes propres réponses, mais je trouve que c'était plus intéressant d'inviter mes lecteurs à s'interroger eux-mêmes et à interroger autour d'eux. Donc vous pouvez décider de vous poser la question « et si nous syndicalistes ?» ou « et si nous enseignants ?» ou « et si nous citoyens ?» ou « et si nous planétoyens ?» Voilà, chacun peut se poser la question à son échelle. Ce qui m'a plu dans la réaction que j'ai eue, enfin dans un certain nombre des réactions que j'ai pu percevoir d'un certain nombre de lecteurs et de communautés qui s'étaient emparées du livre, c'est que la question « et si nous ?» s'est posée dans différents endroits. Il y a eu, par exemple, la Télé Carmonde l'a posée aux plus démunis, Singa l'a posée avec des réfugiés, un certain nombre de communautés professionnelles l'ont fait, y compris des communautés enseignantes. Il y a eu des enseignants qui l'ont fait dans leur classe. Ils ont dit « et si nous faisions le mur des et si nous ?» Et donc ils ont invité les enfants à répondre à la question « et si nous ?» et ils l'ont fait à peu près à tous les âges. Donc c'était très intéressant d'avoir les différents questionnements. Et ce qui m'a amusé, c'est que les plus jeunes à avoir répondu à la question « et si nous ?» à ma connaissance, avaient 3 ans. Donc dans une classe de première petite section de maternelle, les enfants ont répondu à la question que la maîtresse leur avait posée. C'était à la réunion, et ils ont répondu « et si nous nous faisions des câlins ?» Et je sais pas vous, mais moi ça m'a fait juste craquer, et je trouve ça trop mignon. Et si nous nous faisions des câlins, la maîtresse leur a dit bah, « oui, mais comment on ferait ?» Et donc ils ont non seulement eu l'idée, ce qui était déjà très intéressant, c'est un peu des bâtisseurs de possibles au sens où je le décrivais tout à l'heure, ils ont su mettre en œuvre leur idée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dessiné un cœur à l'entrée de la salle de classe, et donc quand les parents les laissent, le matin, ils se font un câlin. Et donc ils ritualisent le câlin du matin et le moment de séparation avec le parent. Le soir, câlin quand on se retrouve. Et puis ils se sont rendus compte que les câlins c'était vraiment trop bien, et qu'on avait le droit aussi d'avoir des câlins pendant la journée, mais qu'il va aller falloir inventer un autre rituel, y compris un rituel de consentement, qui est qu'on ne fait pas des câlins à n'importe qui, n'importe quand, si l'autre n'est pas d'accord. Il faut inventer une manière de penser le consentement, ce qui, à 3 ans, est quand même intéressant. Quand on est dans une société où le consentement n'est pas toujours très bien compris, s'il est appris dès le plus jeune âge, je pense que c'est des choses intéressantes. Donc, et si nous faisions des câlins, ou et si nous changeons le monde, et si nous... c'est une question que chacun d'entre vous peut se poser, et chaque collectif peut se poser, et peut-être que ça peut aider à faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Parce qu'en fait, c'est ça, fondamentalement. On est face à ces transitions qui peuvent être très angoissantes, parce qu'on se dit que seul, on ne va jamais y arriver. Mais si on rejoint des collectifs de la bonne taille, alors on a une chance d'arriver à faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul, y compris relever ces défis et créer des collectifs qui, ayant appris à résoudre un défi à hauteur d'enfant à 3 ans, vont être capables de résoudre des défis toujours plus complexes à mesure qu'ils grandissent, et que leur méthode d'apprentissage et leur méthode de résolution de défis complexes va s'affiner grâce à des systèmes éducatifs qui savent les accompagner dans cette capacité progressive à faire grandir à chaque âge. Voilà, donc c'est un peu ça ce livre Et si nous, donc voilà, chacun peut en faire ce qu'il souhaitera. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les gens s'emparent effectivement de cette invitation et y répondent chacun à leur manière. Donc si certains d'entre vous souhaitent répondre à cette question, je serais ravi de découvrir les réponses que vous aurez données à cette question. Merci.